Alors nous arrivons vers la fin de ce congrès éco à Vienne et là je suis en compagnie du docteur Lucine Vuitton qui est gastro-entérologue au CHU de Besançon. Nous sortons d'une session sur la sécurité des médicaments, on peut dire ça, et en particulier sur différentes populations de malades. Qu'est-ce que vous avez retenu, Lucine Vuitton, sur cette session ? Alors déjà, il faut dire que c'était une des sessions les plus intéressantes du congrès. C'était le matin tôt, le dernier jour, mais voilà, c'était une session très très riche avec des données qu'on attend, notamment des données à propos du tofacitinib, ce nouveau médicament dont on espère avoir une AMM cette année en Europe et qui sera probablement disponible dans la vraie vie assez rapidement dans la rectocolite hémorragique. Donc c'est ce médicament, le tofacitinib, qui est une petite molécule qui se prend par voie orale matin et soir, des résultats très prometteurs dans des pathologies comme la polyarthrite où ils ont déjà l'AMM et on l'attend du coup. Et là, on nous a donné des résultats sur la tolérance et les effets secondaires potentiels de ce médicament. Alors on sait qu'un des principaux effets secondaires qui ont été remarqués dès les premières études, y compris en rhumatologie, c'est l'augmentation des paramètres biologiques lipidiques, des graisses, c'est-à-dire ces paramètres que sont le cholestérol total, le bon et le mauvais cholestérol, les triglycérides. Ce médicament, de façon certaine, il fait augmenter et de manière prolongée les paramètres lipidiques. Donc vraiment la grande question, c'est est-ce que cette augmentation va provoquer des événements cardiovasculaires, parce que vous savez que c'est un facteur de risque majeur, les graisses de maladies cardiovasculaires, infarctus, AVC, etc. Donc là, ils ont rapporté l'expérience et c'est assez rassurant. Il confirme, première chose, qu'on voit une augmentation des graisses. Par contre, si on regarde les profils entre le bon et le mauvais cholestérol, ça se balance. Et le ratio bon et mauvais cholestérol, vous savez ce qu'on a dans les résultats sur sa feuille de biologie, il est quasiment normal. Et ils arrivent à nous dire que sur quasiment 5 ans d'expérience sur l'ensemble des études qu'on a dans la rectocolite, on a observé sur 1000 et quelques malades 4 événements majeurs. Donc ça correspond finalement à ce qui peut se passer dans la population générale. Donc ça, c'est assez rassurant et c'est d'autant plus rassurant qu'en rhumatologie, avec des patients plus âgés que les nôtres, ils ont le même type de résultats qui peut nous rassurer. Alors après, ce sera quand même des paramètres à surveiller et peut-être il faudra de temps en temps traiter les patients avec des statines ou des antilipidiques. Alors il y avait aussi la question du zona ou de l'herpès ou du zona dans le tofacitinib. Alors comme avec tout nouveau médicament, il y a des nouvelles choses qui apparaissent. C'est-à-dire qu'on sait très bien surveiller les anti-TNF. Et avec ces médicaments-là, on s'est aperçu dès le début des phases 3 qu'il y avait une infection en particulier qui posait problème. C'est les récurrences d'infections par le virus varicelle zona, donc souvent on fait une varicelle dans l'enfance, et la récurrence à la faveur d'une immunodépression va faire apparaître un zona. Et donc ça vraiment clairement par rapport au placebo notamment, il y a plus d'infections à varicelle zona. Donc comment il faut le prévenir ça du coup ? Donc il en découle qu'il va falloir penser à vacciner nos patients. Il y a un vaccin qui existe, ça permet de diminuer les récurrences du virus. Par contre, c'est un vaccin vivant, c'est-à-dire que c'est fait à partir d'extraits du virus et il ne peut pas s'injecter quand on a l'immunosuppresseur. Ça veut dire que, sachant ça, il va falloir penser à vacciner nos malades, même si pour le moment ils n'ont pas besoin du médicament, il va falloir l'anticiper. Et si on doit proposer un vaccin alors que le patient est sous immunosuppresseur, il faut arrêter le traitement, attendre 3 mois, faire le vaccin, et attendre 3 semaines avant la reprise d'un immunosuppresseur. Donc voilà, pour nous médecins des nouveautés, pour les patients également, c'est des choses qu'il va falloir expliquer et voilà, avoir en tête quand on prend ces médicaments-là. Pour le reste, pas de signal négatif vis-à-vis des infections sévères, c'est-à-dire des infections qui sont responsables d'hospitalisation ou de décès. Pas de signal non plus, heureusement, vis-à-vis des affections cancéreuses. Il y a aussi un autre point qui était quand même assez important parce que c'est une expérience qu'on est en train d'acquérir, c'est la question du vedolizumab, donc de l'antivio, quand on est enceinte.
Oui, alors vedolizumab, c'est un médicament qu'on utilise là depuis 2 ans en France. C'est des injections, c'est anti-intégrine. Et comme la plupart des nouvelles biothérapies, pour le moment, il n'y a évidemment pas eu d'essai chez les femmes enceintes. Donc ce qu'on peut rapporter, c'est l'expérience de nos patientes qui ont eu une grossesse alors qu'elles étaient sous traitement. Donc là, le consortium belge rapporte l'expérience d'une dizaine de leurs centres qui ont observé 25 femmes qui ont été enceintes alors qu'elles avaient du vedolizumab. Donc la très grande majorité de ces femmes ont arrêté le traitement à la fin du premier trimestre et ils nous donnent leur expérience avec, là encore, des données plutôt rassurantes, peu d'événements indésirables, 2 fausses couches je crois, un cas de malformation, pas de cas d'infection. Donc ça pourrait être comparable à autant de femmes qui auraient des grossesses sur une même période et qui n'auraient pas de traitement mais qui auraient cette maladie. Pour autant, il faut continuer à être très prudent. Il faut expliquer à nos patientes que quand on utilise ces biothérapies, pour le moment, on a peu d'expérience, que sur la physiopathologie de ces médicaments, on est plutôt rassuré. On sait que ça va passer dans le placenta au 3e trimestre, mais pas au début de la grossesse. Mais qu'on reste vigilant et surtout, si les patientes déclarent des grossesses, il faut absolument déclarer ces événements, surveiller les patientes, leurs futurs enfants et déclarer ces événements dans le cadre de registres pour, comme pour les anti-TNF par le passé, avoir beaucoup plus de données et voilà, pouvoir envisager ça plus sereinement. Très bien, merci beaucoup.